solutions aujourd'hui qui ont été exposées, qui existent pour l'entreprise qui a envie, pareil, d'exploiter sa terrasse, qui a envie d'exploiter son toit, qui se pose des questions, qui a envie aussi que ses salariés aillent récolter leurs légumes et leurs fruits sur place, et puis aussi qu'on peut partager ensemble au sein de l'entreprise, hein, ça fait discuter, ça fait aussi éveiller à d'autres choses. Et l'agriculture urbaine, c'est le maraîcher qui est à moins de 10 km. Par exemple, à Montpellier, c'est les nombreuses activités agricoles sur la périphérie de Montpellier et qui travaillent pour l'approvisionnement local de la restauration scolaire. Nous, on a mis en place une structuration des filières pour pouvoir répondre à cet approvisionnement local de la restauration scolaire. Et actuellement, moi, j'ai un groupement là, de 60 producteurs avec les villes partantes pour qu'ils puissent aussi, eux, avoir une vision de nos besoins. Par exemple, nous, quand on met la tomate au menu, il en faut 3 tonnes. Bon, vous voyez, on a rencontré les maraîchers, ils nous ont dit « Ah oui, bon, quand même, on va s'organiser, mais c'est ce qu'on est en train de faire. » Et quel plaisir aujourd'hui de dire aux enfants, la tomate, elle vient de Latte. Enfin, Latte, c'est à moins de 10 km de Montpellier, ça touche Montpellier. Voilà, donc l'agriculture urbaine, je pense qu'il y en a plusieurs. Enfin, moi, voilà, ça c'est ma vision aujourd'hui. La question n'était pas adressée, mais non, mais je pense que c'est évidemment plein de choses, mais c'est avant tout c'est une agriculture qui se relocalise par rapport au territoire dans lequel elle trouve sa place, parce que voilà, comme l'histoire de l'agriculture, c'est une agriculture qui perd tout lien avec le territoire sur lequel donc ça ne se résume pas à ça, mais c'est quand même largement ça, et ce mouvement auquel on participe tous. Il raconte ce retour à une proximité avec tous les bons, les mauvais côtés. C'est-à-dire, c'est aussi une agriculture qui fabrique du frottement positif, cette agriculture urbaine, et que nous, on expérimente à Paris de manière ultra dure sur certains points, sur la question de la cohabitation entre des usages urbains, des usages agricoles, mais qui se posent partout en fait, qui se posent y compris. Donc moi je me souviens, j'ai fait des études d'urbain il y a 25 ans, on travaillait sur une commune périurbaine au fin fond de la Bourgogne, où il y avait des problématiques des pavillonnaires qui en ont marre du tracteur qui passe le matin à 7 heures. C'est pas leur rythme de vie et tout. Et moi, je retrouve en travaillant sur les dispositifs pariculteurs ces mêmes types d'interrogations sur voilà, les frottements en termes d'usage. Et je trouve ça intéressant parce qu'on travaille ces sujets et on voit que la condition pour que ça fabrique des frottements positifs et de l'acceptation, c'est aussi de travailler sur des distributions. C'est le retour à une production locale et qui est consommée localement en fait. Et je pense que c'est beaucoup ça, c'est la question d'une réconciliation entre un territoire et l'agriculteur et l'agriculture qui s'y installe, quoi. Je sais pas. Oui, je réfléchis tout haut aussi, mais je vais... moi, je me dis que peut-être c'est aussi lié à la zone d'influence de la ville, tout simplement, à sa capacité d'action. Chaque ville, c'est différent aussi. Voilà, jusqu'où est-ce que ma ville peut influer à la capacité d'agir, de mener des collaborations, à un impact. Ça dépend de la structure, la manière dont elle est conçue au niveau du territoire, mais aussi au niveau administratif, etc. Voilà, peut-être sa zone d'influence, quelque chose comme ça. Ce que nous, on appelle le périmètre urbain, auquel on peut avoir des porcheries industrielles et autres. Pour le Québec, tout du moins, dans le périmètre urbain, on peut sûrement ça avec des fermes laitières, des porcheries. Donc, nous, on se pose la question, est-ce que c'est toujours l'agriculture urbaine, même si dans le périmètre urbain? On n'a pas de réponse, mais effectivement, c'est des questions qu'on peut se poser. Quand on fait une stratégie, on dit on met 1 million d'euros par année. On met le million sur quoi, sur où? On pose des défis, des enjeux. Vous avez réflexion
Bordeaux Métropole? C'était effectivement la question que moi je me posais et que nous on se pose à Bordeaux Métropole, d'où le thème de mon intervention, agriculture plurielle, parce qu'effectivement il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une taille, il n'y a pas une structure, il n'y a pas un statut juridique. Et effectivement, je rejoins cette idée de périmètre urbain, c'est-à-dire c'est un espace avec sa cohérence, son organisation, ses acteurs, et à partir du moment où on travaille sur ce territoire et que évidemment on est dans une logique d'aménagement de ce territoire-là, toutes les formes d'agriculture rentrent dans ce qu'on entend par agriculture urbaine. Mais effectivement, c'est autant le jardin partagé réalisé par un promoteur ou un bailleur social que, effectivement, nos 6000 hectares de zones agricoles en périurbain. Nous, on parle de périurbain et de urbain quand on fait cette classification-là par rapport à la qualité du tissu urbain. Plus il est dense, plus on va parler d'agriculture urbaine. Et quand il est un petit peu moins dense et qu'on est sur des terres agricoles, on va parler de périurbain. Mais si on le globalise, c'est effectivement l'aire d'influence de notre métropole et qui n'est pas effectivement les limites administratives. Donc c'est pour ça qu'il faut parler d'aire urbaine ou de territoire urbain avec ces alliances, ces coopérations territoriales sur les territoires qui sont autour. Merci beaucoup. Une dernière question, justement. Plus une intervention ou une interrogation qu'une question. Puisqu'on parlait de frottement tout à l'heure ou d'agriculture urbaine, donc en proximité avec les zones, avec les habitants, c'était un peu les thèmes que vous aviez repris. Justement, sur Bordeaux Métropole, quels sont vos contacts, quelles sont les négociations, tant au niveau avec le ministère de l'Agriculture qu'au niveau de la préfecture, pour tout ce qui est des problématiques d'épandage, etc., donc à proximité des habitants, puisque c'est quand même une grosse problématique, notamment dans une zone viticole imbriquée comme sur la métropole. Alors effectivement, la réponse, elle n'est pas Enfin, elle peut être en partie dans la réglementation, mais effectivement, cette réglementation n'est pas entre les mains de notre métropole. Mais on est effectivement dans la gestion d'interfaces. Donc, soit cette gestion des interfaces, elle est traitée dans le cadre du PLU et des documents de planification avec ce qu'on appelle un peu les zones tampons qui permettent d'éloigner un tout petit peu certaines exploitations agricoles des zones d'habitat. C'est une première nature de réponse, ça ne règle pas tout, ce n'est pas la solution magique. La question du bio, vous avez compris, moi je n'en ai pas parlé d'agriculture biologique, et dans le document que vous avez dans votre document, nous parlons d'une agriculture respectueuse de l'environnement, avec des pratiques effectivement respectueuses de l'environnement, et plus cette interface effectivement est sensible, plus il y a une pression aimable, ou des fois peut-être un peu moins, mais en tout cas, nous, collectivités, on exerce, on va dire, une pression aimable vis-à-vis du monde agricole pour qu'il s'inscrive dans ces pratiques respectueuses de l'environnement. Et on voit que de toute façon, beaucoup d'exploitants agricoles reconnaissent qu'aujourd'hui, la rentabilité et l'efficacité de leur travail et de leurs exploitations agricoles est souvent au rendez-vous quand ils sont dans une démarche plus vertueuse. Après, il y a plusieurs agricultures. C'est vous, madame, je crois, qui avez évoqué aussi que la sylviculture et la viticulture font partie de l'agriculture. On n'en a pas trop parlé ce matin. La question que vous évoquez, elle est un peu plus prégnante sur le territoire de Bordeaux Métropole quand on parle de viticulture, parce que le monde viticole a peut-être mis un peu plus de temps à s'engager dans cette voie. C'est le cas aujourd'hui, mais ça n'empêche pas effectivement les frictions. Madame le maire de Parampure n'est pas là parmi nous, mais elle a eu ces situations à régler. Et c'est aussi par le dialogue, les réseaux d'acteurs, la proximité que nous devons avoir, nous, collectivités, avec l'ensemble du monde agricole, qui peut aussi aider à la résolution. Mais c'est une vraie difficulté, vous avez raison de la soulever. Alors, une dernière question rapide pour Augustin. C'était une petite remarque par rapport à la question de l'agriculture urbaine. On voit apparaître une nouvelle forme d'agriculture urbaine qui est très intéressante, qui est la culture des plantes sauvages, qui est vraiment à destination des villes, qui consiste donc à ponctionner dans le milieu sauvage des espèces pour renforcer la biodiversité au sein des espaces verts qui, soit dit en passant, par exemple en région parisienne, sont essentiellement constitués d'espèces qui sont étrangères à la faune, donc qui ne permettent pas le nichage, donc l'habitat correct de cette faune au sein de
nature urbaine. Voilà. Et donc, elle fait appel à ce qu'on appelle des agriculteurs multiplicateurs, hein, donc, qui ont vocation à produire donc, des graines, hein, de plantes sauvages, locales, pour reconstituer cette flore. Et c'est typiquement une agriculture à destination de la ville, uniquement à destination de la ville, contrairement à une agriculture alimentaire qui a vocation à nourrir tout un chacun. Voilà. Donc, on a aussi, dans certaines pratiques, des nouvelles formes d'agriculture qui sont très urbaines. Ouais, on espère qu'elles pourront toucher la question des espaces verts. Et je pense qu'en matière d'urbanisme, il y a beaucoup de pistes qui se jouent justement du côté des espaces verts et de l'économie des espaces verts, hein, qu'on a alloué à la nature urbaine depuis 70 ans et qu'on s'apprêtera peut-être à réinterroger parce qu'il y a là beaucoup de moyens, beaucoup de sous. Et voilà, c'est une piste très intéressante, je pense. Oui, c'est le verdissement, transition et autres, et de nouvelles formes finalement. Mais merci beaucoup à l'ensemble des panélistes de ce matin et du panel qu'on vient de faire. Je viens que je te passe la parole pour les directives pour le dîner. Oui, donc après cette riche intellectuellement d'échanges et d'informations, nous vous invitons tous à déjeuner dans le salon d'honneur. Donc, vous sortez de la salle, vous passez le sas et c'est tout de suite à droite. Vous avez de quoi boire et manger et donc et de quoi discuter entre vous. Et on se rejoint à 14h, s'il vous plaît, parce que l'après-midi est longue aussi. Merci beaucoup. Alors, on a vu ce matin les histoires de politique publique et des exemples de quelques villes, on va dire, à travers le monde francophone. Cet après-midi, on va vous parler de projets d'agriculture urbaine plutôt, on va dire, marchands, c'est-à-dire quel que soit leur statut juridique, que ce soit des associations ou des statuts juridiques traditionnels d'entreprise, style des SAS ou des SARL. On va vous parler de projets d'agriculture urbaine. Ensuite, on va vous parler d'agriculture urbaine et d'économie circulaire. Terminer l'après-midi avec une présentation de l'exposition qui est dans le hall de Bordeaux Métropole, qui est une exposition qui traverse le monde sur l'agriculture urbaine qui a été montée par le Canada, si mes souvenirs sont bons, et terminer par un visa. On ne pouvait pas faire moins à Bordeaux de terminer par un paysage de la viticulture en ville. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi et je passe la parole à Marion, qui est membre de l'Association française de l'agriculture urbaine professionnelle. Donc, on a oublié d'en parler ce matin, mais effectivement, dans tous les métiers, il y a ce qu'on appelle des interprofessions. Et donc, la FOP s'est constituée il y a maintenant plus de 2 ans d'ailleurs, 2 ans, je crois, pour fédérer les agriculteurs, la nouvelle profession d'agriculteur urbain professionnel. Donc, peut-être que Marion va parler mieux que moi de la FOP. Donc, je vous laisse la parole et bon après-midi. Bonjour. Est-ce que vous êtes en forme? C'est le début de l'après-midi, ça va être compliqué. Vous êtes en forme? Bon, on pourra se mettre debout, essayer de danser un petit peu. On va essayer de rester calme. Donc, Marion Schnorr, je me présente. Je suis directrice de la Cité de l'Agriculture à Marseille, pour me situer professionnellement aussi, en plus d'être membre du CA de la FOP. La Cité de l'Agriculture, c'est un projet indépendant qui est né à Marseille en 2015 et qui a pour vocation, et ce n'est pas une mince affaire, de transformer les pratiques agricoles et alimentaires du territoire pour qu'elles soient plus durables. On produit, on transforme à travers un restaurant, on travaille sur la filière de valorisation des biodéchets, on travaille sur l'événementiel technicien, pro et grand public. On accompagne les collectivités et les porteurs de projets indépendants à monter des projets. L'ASSO est né en 2015 et forcément, en fait, on est en plein cœur de Marseille, donc on a commencé à travailler sur l'agriculture urbaine et aujourd'hui, on accompagne donc les porteurs de projets, on recense le foncier et on essaye de lever les freins juridiques et réglementaires. Ça, on le fait sur la ville de Marseille, sur la métropole et sur le département des Bouches-du-Rhône. On se rend compte, on l'a vu ce matin, que l'écosystème de l'agriculture urbaine est très varié en fonction des territoires et que ce qui se passe à Marseille ne va pas forcément se passer à Bordeaux, à Nantes, à Angers ou à Lille. Et qu'il a donc fallu, l'opportunité, c'est même le besoin, puisque l'opportunité, c'est montrer de justement devoir créer une structure nationale
pour être plus proche des besoins de tous les territoires et pour pouvoir débloquer ce qui bloque sur un sujet qui est certes historique, l'agriculture urbaine, mais dont le mouvement se développe rapidement là. Donc la FOP a été créée en 2017 et a pour vocation de justement communiquer sur l'agriculture urbaine, fédérer les porteurs de projets entre eux et lever les freins. La FOP est constituée en 6 collèges, c'est-à-dire que c'est une association qui est très gérée par ses adhérents pour justement être plus proche des besoins du territoire. Et donc les 6 collèges ont une vie plutôt très très dynamique et sont répartis comme suit, je vais vous les dire un petit peu. Le collège juridique qui a mené une étude sur plusieurs mois pour justement établir quels étaient les blocages des installations hors cadre. Le collège partie prenante qui a travaillé longuement sur une charte de l'agriculture urbaine durable, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'agriculture urbaine, on le sait, et pour justement essayer de sécuriser l'agriculture urbaine, donc les modèles économiques, l'accès au foncier et l'accompagnement des porteurs de projets. Donc c'est une charte qui a été écrite pendant un petit moment, qui a été signée par 13 villes en 2019, le 27 juin dernier, donc c'est tout frais. On organise une deuxième signature pour les villes du Sud, essentiellement, en octobre à Marseille. Et cette charte aura pour vocation, justement, de fédérer les acteurs qui s'engagent, et donc essentiellement les collectivités. Donc, petit appel pour ceux qui sont intéressés. Pour la FOP, je réponds simplement à la petite question de ce matin, c'est quoi l'agriculture urbaine ? Pour la FOP, l'agriculture urbaine, c'est tout l'écosystème des professions qui sont liées à cette production urbaine. Et donc, on va pouvoir aller de la production à la conception, à l'animation ou à des professions telles que les fournisseurs. Et c'est ce qu'on va voir dans cette table ronde de cet après-midi, puisque on a 5 intervenants, 5. Et ces 5 intervenants vont justement nous montrer une des entrées sur la filière. En préparant cette toute petite introduction, je me disais, mon Dieu, c'est génial, quel bonheur. Il y a 3 ans, on aurait dit, on n'aurait jamais parlé de filière pour l'agriculture urbaine. On aurait parlé de porteurs de projets, on aurait parlé d'initiatives. Aujourd'hui, il y a clairement un truc qui est en train de changer, de passage à l'échelle, d'une ampleur qui est en train de prendre, et donc qui se professionnalise. Et la FOP est là pour ça. Je laisse la parole dans un premier temps à Stéphanie, qui va se présenter. Donc le bocal local, je laisse 15 minutes à chacun. Merci beaucoup. Bonjour. Alors je vais essayer d'être un peu tonique, histoire qu'il n'y ait pas d'endormissement post-déjeuner. Donc, je suis directrice et fondatrice de la structure Le Bocal Local. Ce matin, vous avez entendu parler du bocal à Montpellier. Bien sûr, Bordeaux et sa région, il y a le bocal local. On est un atelier, chantier d'insertion. Donc, on accompagne des personnes très éloignées de l'emploi à travers la thématique de la capacité alimentaire des territoires. Donc, vous allez me dire, c'est très vague. C'est vague en effet, et on va vous expliquer, je vais vous expliquer au fur et à mesure du déroulé de la vidéo qui va repasser au moins 3 fois, puisqu'il fallait que ça dure 15 minutes, elle dure 5 minutes, bien évidemment, les étapes et les différentes activités support que nous avons, nous, développées pour travailler autour de cette dynamique-là, mais également travailler, en effet, sur cette logique de capacité alimentaire. Donc, la première activité support, c'est l'activité de glanage solidaire. Donc, on récupère les surproductions invendues de fruits et légumes uniquement, aussi bien chez des professionnels que chez des particuliers. On est vraiment dans une logique d'anti-gaspillage. On n'est pas dans une logique d'incitation à la production, quoique, on le verra sur un exemple, ça peut en effet aller sur ces dynamiques-là. Et ça s'intègre immédiatement dans un circuit de solidarité territoriale, puisque tout ce qui nous est confié est rerouté vers des associations locales de solidarité. Donc on travaille sans aucune exclusivité avec tout type d'acteurs de la solidarité alimentaire. Cette activité de glanage, elle nous permet, sur une première année d'activité, de test, d'avoir récolté plus de 10 tonnes, dont 20% viennent de particuliers. Donc, je ne sais pas si on peut les appeler des potentiels agriculteurs urbains individuels, mais en tous les cas, les particuliers font ressurgir une capacité alimentaire sur les territoires qui est juste peu ou pas valorisée, ou pas estimée en tous les cas à l'heure actuelle, et qui pourrait répondre à des problématiques alimentaires d'accès à une alimentation saine et de qualité pour beaucoup de personnes. La deuxième activité que nous avons, et vous l'avez vu passer tout à l'heure, surtout ne la jouez pas au Scrabble, elle ne vous rapportera rien, c'est le potaginage.
on milite pour que ça apparaisse dans le Larousse parce que ça a du sens, mais pour l'instant, ça n'y est pas. Donc le potaginage, c'est la conceptualisation, création, mise en place et animation d'espaces autour du potager, comme vous pouvez voir là sur les images qui défilent. On travaille aussi bien avec des collectivités, donc Bordeaux Métropole en l'occurrence, sur des marchés publics ou sur des sollicitations de communes individuellement parlant, qu'avec des bailleurs sociaux ou avec des établissements privés. Les espaces de potaginage ont le doux avantage de répondre à plusieurs objectifs, plusieurs dynamiques, que ce soit du lien social, que ce soit de la solidarité, que ce soit de l'éducatif, mais aussi du lien intergénérationnel. Là, par exemple, c'est un espace qui est mis en place sur un EHPAD. Donc, on a une logique d'accessibilité au plus grand nombre et aussi sur un travail intergénérationnel, donc avec les plus jeunes et les plus sages aussi que nous avons. Sur cette activité de potaginage, l'idée est donc de travailler, en effet, de permettre au plus grand nombre de retrouver le plaisir du potager. C'est une mobilisation qui est une mobilisation de tous les instants. Tout à l'heure, on a entendu plusieurs exemples où on était assez éberlués, en effet, de voir qu'au Canada, des citoyens se saisissaient allègrement de cette opportunité sans avoir vraiment besoin d'autorisation à demander, etc. Ici, c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, nous, on essaye de travailler, de faciliter cette dynamique-là pour que le plus grand nombre puisse retrouver en effet le plaisir du potager, cette accessibilité. On travaille sur des principes d'agroécologie et de permaculture, donc bien évidemment une démarche zéro phyto qui pour nous est essentielle. Et on travaille aussi dans une logique de circularité exemplaire, puisque les espaces de potaginage sont faits à partir de bois de palette recyclés, on utilise du compost qu'on produit à proximité. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de vertueux et de surtout aussi facilement refaisable chez soi. À travers le potaginage et 5 ans d'activité, puisqu'on fête nos 5 ans cette année, on a développé également un accompagnement sur mesure que vous avez vu passer, que vous reverrez passer 2 fois, qui est l'accompagnement TRACE, qui est un accompagnement d'ingénierie à destination des élus et collectivités. TRACE étant l'acronyme de tremplin vers une régie agricole communale évolutive. Pourquoi ? Parce que oui, en effet, quand on parle d'agriculture urbaine, pour certains, c'est l'option d'une régie agricole qui peut être en effet une solution de relocalisation. Mais la régie agricole n'est pas forcément le Saint Graal. Donc, à travers cet accompagnement, en fait, on propose aux collectivités de faire un diagnostic territorial à un moment T de leur restauration collective, puisque souvent, l'agriculture urbaine peut être sollicitée aussi. On a vu des exemples ce matin pour répondre à des objectifs étatiques qui vont arriver pour 2022. J'ai vu qu'à Montpellier, l'objectif était placé pour 2020. C'est encore plus louable. Donc, répondre à cette problématique de l'approvisionnement de produits de qualité, durables et voire bio à hauteur de 20%, c'est important et on se rend compte en effet que sur les territoires sur lesquels on intervient, il y a souvent cette problématique de l'accès au foncier qu'on a pu voir. Donc, on travaille vraiment sur un outil de communication à travers TRACE, sur un phasage d'accompagnement, donc comme je le disais, un diagnostic territorial à un moment T, donc qui est un temps pluripartenarial, puisque ce sont des comités de pilotage avec aussi bien les élus que les cuisiniers, des diététiciens, les parents d'élèves aussi sont importants pour nous, les enfants aussi font partie des comités de pilotage, ce qui nous permet à la fin de ce diagnostic de travailler sur une deuxième phase qui est une piste des orientations possibles, durant laquelle, à la fin de laquelle, du moins, on présentera 3 modèles économiques pérennes et économiquement viables. Et on en parlait tout à l'heure, en effet, aussi de la fragilité des initiatives qu'il peut y avoir. On en est tout à fait conscient, puisqu'en tant que structure d'insertion, on a en effet ce devoir que d'être rentable et de pouvoir, en effet, être pérenne en termes d'activité. Et donc, du coup, sur cette deuxième phase d'accompagnement, l'idée est en effet de proposer 3 modèles aux élus pour qu'ils puissent choisir la façon la plus adaptée à leur territoire et à leur volonté également individuelle de répondre à l'approvisionnement de la restauration collective. Alors, ça peut être en effet une régie agricole,
comme ça peut être la montée en compétence des producteurs à proximité qui ont la possibilité, en effet, d'augmenter leur production et de répondre à la restauration collective. Alors, quand je dis restauration collective, ce n'est pas que la restauration scolaire, hein, c'est vraiment la restauration collective qui peut inclure le portage de repas, les EHPAD et autres structures publiques à proximité. Et donc, du coup, sur cette dynamique-là, derrière, on a une troisième phase, puisqu'on est un atelier chantier d'insertion et qu'on peut donc accompagner les collectivités à la mise en œuvre de la régie sur des démarches d'atelier chantier d'insertion, donc avec une dynamique de marché closé, ce qui permet de lever quelques freins non négligeables, notamment financiers, sur la mise en place de ces outils. Notre dernière activité, alors qui est une activité qui est en cours de conceptualisation, c'est une conserverie anti-gaspi, dont l'objectif est de traiter les surproductions et invendus de fruits et légumes que nous ne sommes pas en mesure de donner auprès des bénéficiaires des associations d'aide alimentaire parce que c'est avancé en termes de maturité, abîmé ou moche. Cette conserverie, c'est un outil à taille humaine qui va se situer plutôt sur la rive droite métropolitaine et sans doute a priori aussi hors métropole, mais avec une dynamique de transfert bien évidemment vers la métropole également. Et donc du coup, l'idée c'est de travailler sur des recettes simples et reproductibles aussi, comme on fait sur nos espaces de potaginage. Nos espaces de potaginage sont faits dans une dynamique d'adaptation et d'adaptabilité exacerbée pour que les personnes puissent éventuellement aussi le reproduire dans leur cadre, dans leur cellule familiale. Pour la conserverie, c'est la même chose. On va travailler sur des recettes stérilisées lambda, mais aussi sur des produits lactofermentés qui ne demandent pas de technicité, et aussi sur des produits séchés qui permettent également, en effet, de reproduire ces deux opportunités dans la cellule familiale. Là, c'est les activités du bocal local que je viens de vous brosser. Si j'interviens aujourd'hui, c'est parce qu'en effet, on fait partie de ce qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et qu'on est un outil et un facilitateur, je pense, en effet, de la mobilisation des territoires. Parce qu'on a cette capacité à être un outil de proximité des territoires. On a la capacité aussi à accompagner, mais cette capacité, on l'a acquise au fur et à mesure de nos expériences, parce qu'on a mis en place aussi une équipe. Monter un projet ESS sur la dynamique capacité alimentaire, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus aisé. On a des besoins essentiels au départ, qui sont des besoins de financement et qu'on a eu grâce à des institutionnels qui ont pris des paris fous, de se dire, oui, l'idée en elle-même peut être pertinente. On va les accompagner financièrement, ce qui nous a permis de nous tester. Donc, en termes de partenaires, le tout premier fut le conseil départemental. On a eu ensuite la région et la DRAF qui nous ont également accompagnés et qui nous ont permis, en effet, de pouvoir nous tester et de pouvoir éprouver le modèle pour lequel on avait envie de se battre, pour permettre en effet au plus grand nombre de retrouver une dynamique alimentaire et une capacité alimentaire qui est essentielle. Sur le territoire girondin notamment, puisqu'on travaille de façon très large, je vais arrêter de mettre des coups dans le micro, je vais l'éloigner. Sur le territoire girondin, il faut savoir qu'en termes de restauration collective, par exemple, pour certains enfants, donc sur la restauration scolaire, c'est le seul repas qu'ils font par jour. Donc quand on a ce constat-là, on se dit en effet que nous, en tant que structure locale de proximité, on a un élément qu'on peut apporter au niveau des élus pour garantir que ce repas, pour garantir qu'il y ait une solidarité alimentaire qui est essentielle et qui se mette en place. Véronique m'avait demandé de répondre à la dure question de comment communiquer pour développer son projet. Je ne sais pas si j'ai toutes les réponses là-dessus. J'ai envie de dire que la communication, c'est un élément essentiel, que ce soit communication grand public. D'ailleurs, nous avons une page Facebook, n'hésitez pas à y aller. Que ce soit au niveau des professionnels également, on n'est pas... C'est des publics qui sont très différents, et surtout quand on travaille avec des professionnels qui sont extrêmement variés. Nous, on travaille aussi bien avec des producteurs qu'avec des institutionnels, qu'avec des personnes qui ont une recherche de lucrativité. Et donc, du coup, il y a une logique d'adaptabilité, mais je pense que si on a cette adaptabilité dans notre discours, on l'a également aussi dans nos activités, qui est essentielle. Et je pense aussi que c'est ce qui permet au projet de continuer à avancer, de continuer à être pertinent sur ses actions, parce qu'en effet, on écoute
au-delà de communiquer, je pense qu'il y a aussi une logique d'écoute des territoires et des besoins des territoires afin d'y apporter les réponses les plus adaptées possibles en termes de capacité alimentaire, puisque c'est vraiment notre cœur de métier. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que au-delà de la communication, je pense qu'il y a une logique de pugnacité, mais c'est sans aucun doute propre à n'importe quel projet, mais peut-être encore plus au niveau de l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'il y a d'autres intervenants qui interviendront peut-être un petit peu plus tard et qui pourront dire en effet que si on n'est pas un peu pugnace ou un peu opiniâtre, eh bien en effet, les initiatives peuvent avoir du mal à décoller ou peuvent avoir du mal à maintenir la dynamique qui est lancée. Et ça, je pense que c'est un élément qui est essentiel à l'heure actuelle sur nos projets. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je pense que je suis dans le timing. Merci. On va passer à Thomas Boisserie, qui a donc monté tout récemment une ferme en aquaponie à 2 pas d'ici, Pauline Air Farm, et qui va peut-être entrer dans les détails du montage de projets et du montage économique des projets d'agriculture urbaine. Tout à fait, j'ai la difficile tâche d'essayer de répondre à cette question. Merci Véronique de m'avoir sollicité pour ce point-là. Je peux zapper avec ça? Okay. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, je ne suis pas agriculteur à la base. Je débarque comme beaucoup de gens dans l'agriculture urbaine aujourd'hui, dans un milieu qui est un peu tout neuf. Donc là, vous avez une photo de la serre, elle date de ce matin, parce que j'avais oublié de faire la présentation, donc c'est mon associé qui me l'a envoyé. Avec la balançoire. Et ça, c'est le moment où on déprime un peu quand il fait trop chaud. Donc l'idée, c'était de se dire voilà, comment on peut associer aquaponie et rentabilité. Alors plus globalement, c'est plutôt agriculture urbaine et rentabilité. Si vous voulez, on peut essayer d'en parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper ou m'interrompre, parce que je ne suis pas sûr d'être toujours pertinent. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Juste pour vous présenter un petit peu qui on est. Alors voilà, ça c'est la ferme. C'est une serre en aquaponie. Donc, pour info, l'aquaponie, c'est la contraction d'aquaculture et hydroponie. Ça n'a rien à voir avec de l'équitation en milieu humide. C'est donc une serre bioclimatique qui est installée à Lormont. Et normalement, si je fais ça, ça fonctionne. Voilà. Bon, on va commencer par qui sommes-nous. Donc ça, c'est notre meilleur profil. Donc c'est Sandra à droite, mon associée, 44 ans, 20 ans dans l'agro-industrie, chez le plus grand nom. On en connaît plein dans le coin. Donc, qui a appris à cultiver des choses dans des usines et s'est rendu compte que c'était pas forcément toujours super nickel. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants, mais on peut en parler après si vous voulez. Et moi à gauche, moi je suis issu plutôt du monde des ONG et du monde des startups dans le milieu du e-commerce, donc vraiment rien à voir avec la choucroute. Donc l'idée c'était de se dire, et si on essayait de travailler ensemble à proposer des produits de qualité, savoir d'où ça vient, que ça vienne en local, quand on voit que ce qu'on a dans notre assiette fait entre 1500 et 2000 km pour venir jusqu'à nous, même si c'est du made in France, et encore pire si c'est du bio, voilà, on s'était dit qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Autre chose, en septembre, il y a le GIEC, donc ce groupement d'une cinquantaine de nationalités de 150 scientifiques qui depuis 40 ans tirent la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique, concluait sur son rapport commandé par l'ONU. Donc c'est un rapport où il disait en gros quelle est la différence entre plus 1,5 et plus 2 degrés de réchauffement climatique. Et le rapport était super intéressant. En gros, c'est un peu la peste ou le choléra. On passe de 370 millions à 430 millions de migrants climatiques, de 70 cm à 1 mètre de hausse des océans. Bref, l'avenir n'est pas super joyeux. Mais la conclusion était super, était hyper intéressante. 2 choses qu'il disait, c'était d'abord, n'attendons pas que la science va solutionner le problème du réchauffement climatique. Deuxième chose, on peut agir maintenant en faisant 2 choses. Replanter des forêts et une autre agriculture. Et nous, c'est là-dedans qu'on essaie de s'inscrire. Donc, on a quitté un peu notre confort d'un bureau avec ordinateur climatisé, avec un bon salaire, pour se retrouver dans une serre à 45 degrés, à bronzer tout le temps. Et donc, on s'est installé ici. Ah ouais, ça a zappé un truc, je pense. Ok. Donc non en fait. Donc l'aquaponie, je vous disais, donc c'est de l'élevage associé à du maraîchage. Donc à gauche, vous voyez, c'est un écosystème, c'est des bassins de poissons. Alors les poissons ne sont pas encore là parce que l'eau est trop chaude pour l'instant. À titre d'info, la serre, on a commencé à la construire en janvier. On a fini la partie BTP et gros muscles il y a 1 mois. On commence à peine à planter nos semis.
Donc c'est tout frais, et les poissons, ils peuvent pas, l'eau est à 25 degrés avec la température qu'il fait en ce moment, c'est l'enfer. Donc la première partie à gauche, donc c'est les poissons. À droite, c'est la partie bactérienne qui va transformer, donc c'est la nitrification qui a transformé les déjections, parce que c'est toujours mieux de dire déjection, en nitrate, nutriments pour les plantes. Et ensuite, évidemment, les plantes. Donc là, pareil, c'est des photos de ce matin. Donc là, en bas, on a un peu de laitue, batavia, feuilles de chêne, tout ça. En bas à gauche, vous voyez un peu la serre, c'est une vision un peu plus globale. Voilà, et voilà, on est situé là. Alors pour ceux qui connaissent Bordeaux, il y a un pont Levant à Bordeaux, on est de l'autre côté à 5 minutes en vélo. On est sur une parcelle de Bordeaux Métropole, une parcelle qui fait 4000 m². Soyons honnêtes, hein, c'est du remblai, c'est principalement pollué, surtout par les métaux lourds, hein, issus de la LGV qui est juste à côté. Donc concrètement, on ne mange pas le pain de maraîcher qui aurait pu s'installer là en pleine terre. Donc on va s'installer en hors-sol sur cette parcelle-là. Donc là, vous la voyez, elle a le panneau .P au départ. Et concrètement, donc ça c'est un peu l'intérieur, pour vous dire qu'on faisait nos semis. Voilà, ok. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc cette serre, c'est une serre qui fait 1000 m², 1050 m², qui a pour ambition de produire 50 kg de produits frais tous les jours, plus, accrochez-vous, 2 tonnes de rillettes tous les 3 mois, de rillettes de truite. Bon, ça, on n'a pas encore essayé, hein. Je vous en parlerai plus tard. Mais donc l'idée, c'est de produire à Lormont et de livrer auprès des restaurateurs 2 ou 3 fois par semaine à vélo, nous-mêmes. Parce qu'on s'est dit que travailler en serre, c'était pas suffisamment éreintant, donc faire du vélo, en plus, c'est toujours bien pour la forme physique. Sandra et moi, en fait, on a un peu des laurels et hardis, hein, de l'agriculture, donc là, aujourd'hui, on fait plein d'erreurs. On essaye plein de choses, on est très bien accompagné par un autre acteur de l'agriculture dans le coin. Et l'idée, c'est de vraiment travailler. On ne se présente pas forcément comme agriculteur, même si on a un code NAF qui rapproche de ça. On est un peu hybride entre du maraîchage, de l'aquaculture, de l'agro-industrie, parce qu'on va transformer dans le laboratoire qui avait juste là ici à gauche. Là, on a installé un laboratoire dans la serre, et qui n'est pas encore équipé. Et en fait, on est aussi un peu une start-up. L'idée, c'est de se dire, on va faire un test sur cette première serre-là, et si ça fonctionne, à ce moment-là, on peut potentiellement mettre à l'échelle. Alors, ma tâche était de vous parler de rentabilité. C'était compliqué parce qu'on n'a pas encore vendu notre première salade. Mais on a pas mal travaillé sur le business model, et puis on s'est pas mal inspiré d'autres choses qui sont faites ailleurs. Alors, je voudrais rassurer ceux qui doutent encore, il y a beaucoup d'acteurs d'agriculture urbaine qui sont rentables, et dans le monde entier. Je pourrais en citer quelques-uns. Il y a Urban Farmers, qui est à Bâle, en Suisse, Gotham Greens à Brooklyn, Lufa Farm au Canada, je pense que nos amis montréalais le connaissent, les Sourciers dans le Gers, qui fonctionnent très bien, ils sont moins urbains en effet, Big H, qui sont à Berlin et à Bruxelles. Alors, je ne sais pas s'ils y ont, je ne sais pas où elle est passée, mais il y a notamment la plus grande ferme d'aquaponie, je ne sais pas si dans le monde ou en Europe, qui est construite au-dessus des abattoirs à Bruxelles, qui est quand même 3,5 millions d'euros d'investissement, ce qui est pas mal. Bref, alors je voulais vous parler un petit peu des facteurs qui peuvent faire que l'agriculture urbaine peut être rentable. Alors j'ai fait une liste un peu à l'après-vert, des choses qui nous semblent, nous, importantes pour pouvoir se dire que l'agriculture, en tout cas, on va mettre toutes nos chances de notre côté pour pouvoir y arriver. Première chose, alors, ouais, super, ça fonctionne. Viser le low-tech. Alors, ça, c'est quelque chose auquel on a longtemps réfléchi. Par exemple, la serre dont je vous parlais à Bruxelles, c'est à peu près 3 millions d'euros d'investissement pour 2000 m² de serre. C'est assez conséquent. Nous, on est à peu près sur... je vais être totalement transparent sur les chiffres. Elle fait à peu près 1100 m² la serre. On est à peu près sur 300 000 euros d'investissement. Donc on est à peu près du 255 euros du mètre carré. Voilà, tout compris, si ça peut vous parler. Donc déjà, en fait, le fait de se dire... On va réduire au départ les investissements de base pour pouvoir lancer la serre, ou lancer ma ferme, ça va déjà aider à avoir un poids de la dette ensuite qui soit beaucoup moins fort pour pouvoir tous les mois essayer de se payer un salaire, ce qui peut être chouette. Ensuite, évidemment, il y a de l'appui à l'installation. Alors, je ne sais pas, nous, pour notre cas, on a été appuyés, donc on est appuyé par la région
région Nouvelle-Aquitaine, par le département, par BPI France. Et tout ça, ça représente à peu près 110 000 euros sur l'ensemble de notre projet de 300 000 euros. Un peu moins, on est à 280 000 euros. Sandra et moi, on a mis un peu de sous, on a mis 16 000 euros à deux, c'est ce qu'on avait dans nos réserves. Et après le reste, on a été accompagné par Crédit Agricole, qui nous suit en dette, et un peu de crowdfunding en prêt, voilà, si ça peut vous parler. Concrètement, en panachant comme ça, on arrive déjà à avoir une sorte d'assurance que ça fonctionne pas trop mal, d'un point de vue investissement au départ. Ensuite, ça c'est un sujet aussi qui est important en agriculture urbaine, c'est tout ce qui est production à forte valeur ajoutée. Alors nous, dans notre business model, on s'est basé sur une vente au kilo, prix au kilo en moyenne, de 7 euros hors taxe. Donc dedans, on va avoir de la salade. La salade, on ne va pas la vendre à 7 euros le kilo, hein, clairement, on est plutôt à 1 euro la salade. Et par contre, on peut avoir des aromates. Là, les aromates, on peut monter à 50 ou 100 euros du kilo. Donc on essaie de panacher un petit peu pour quand même essayer d'avoir en moyenne des revenus suffisants pour les produits qu'on va proposer à la vente. Ça, c'est vraiment fondamental. Je rêve d'une chose, c'est que l'agriculture urbaine soit vraiment disponible pour tous, et non pas portée par une association, mais portée par une entreprise. Aujourd'hui, honnêtement, pour l'instant, c'est compliqué. Après, on espère pouvoir faire des économies d'échelle, et avec des serres plus grandes, pouvoir se permettre de réduire nos prix, réduire nos coûts. C'est la raison pour laquelle on travaille aussi sur l'hybridation. C'est-à-dire que déjà par définition, nous on fait du maraîchage et de l'aquaculture. C'est-à-dire qu'on vend des fruits et légumes et des truites arc-en-ciel. Donc ça c'est déjà une chose qui nous semble important. Mais ensuite à ça, on sait que pour nos prochains projets, on fera aussi de l'hybridation. C'est-à-dire, on va pouvoir peut-être travailler sur aquaponie et permaculture, j'en parlais tout à l'heure à la Pause Club, aquaponie et restauration sur place, ou événementiel. Je sais qu'il y en a certains déjà qui le font aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui qui nous permettent de réduire les aléas qu'on peut avoir sur telle ou telle production. Autre chose sur la réussite pour son business model, pour essayer d'être rentable, c'est évidemment les circuits courts. Alors vous allez me dire, t'enfonces une porte ouverte là. Nous, au départ, on nous a dit, on a plein de gens dans le quartier qui sont venus, qui nous ont dit, quand est-ce qu'on pourra acheter vos tomates et tout. Et malheureusement, on les refuse. Et on préfère privilégier le travail en B2B avec peut-être une vingtaine de clients type restaurateur, hôtelier ou distribution spécialisée que le panier aux particuliers en direct. Enfin, calculer le temps que ça prend quand on est à but lucratif. Hein. Le temps que ça prend de préparer un panier, c'est galère. Honnêtement, c'est pas rentable. Donc aujourd'hui, on a préféré refuser ce type de clientèle-là. Bien sûr, pour pouvoir être rentable, il nous faut des clients. Donc, pour vous citer un exemple, avant même qu'on fasse de la publicité sur le projet, on n'en fait toujours pas. On a déjà un client qui est venu nous voir, un B2B, et qui nous a dit, nous, écoutez, on sera prêt à vous acheter tout ce que vous serez prêt à nous vendre. Donc clairement, il y a un marché. Il y a un marché, il faut simplement aller le chercher, et puis même quand on ne va pas le chercher, en fait, ils viennent nous voir, quoi. C'est assez dingue. Après, la complémentarité des porteurs de projets, je le disais, on est un peu Laurel Hardy de l'agriculture. C'est la technicité d'un côté, mais aussi le marketing de l'autre. Et c'est très souvent, moi, je vois des super projets portés par des super techniciens, mais qui vont pas forcément aller au-delà et porter ce projet d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, ou l'inverse. Je vois aussi beaucoup de projets portés par des anciens d'école de commerce, hein, comme moi par exemple, et qui se plantent parce qu'ils connaissent pas du tout la technicité, et puis ils finissent par produire des choses qui poussent pas, quoi. J'ai presque fini, promis. Se focaliser aussi sur une preuve de concept. Se dire qu'au départ, peut-être commencer petit. Pas forcément se lancer sur un gros projet directement. Tant qu'on ne maîtrise pas la technicité, notamment, nous on le voit avec les 2 semaines de canicule là, qu'on vient d'avoir en ce moment, là, au fond, ce que vous voyez un peu en vert clair, c'est la roquette. Et normalement, la roquette, elle est vert foncé, mais il fait tellement chaud que c'est en train de griller, quoi. Donc on apprend au fur et à mesure, et mieux vaut apprendre pour ne pas se planter, apprendre à une petite échelle et ensuite passer à l'échelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition, il faut juste qu'il faut commencer petit, mais voir grand, quoi. Enfin, dernière chose que j'ai pas mis là-dedans, c'est peut-être le statut. À voir. Nous, on a un statut SAS, t'en parlais tout à l'heure, Véronique, parce que demain, on a potentiellement l'ambition de lever des fonds. On se dit que peut-être qu'on va pas avoir tout le temps les banques qui vont nous suivre,
et des business angels ou des fonds d'investissement, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Je crois qu'il y a des représentants d'Agricool ici aujourd'hui. Agricool, je ne sais plus combien c'est 20 ou 30 millions d'euros qui ont été levés sur les 6 derniers mois. Donc c'est aussi des projets qui peuvent nous permettre de pouvoir se développer assez rapidement. Voilà, je crois que j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voulais enfin juste prendre en compte dernier facteur là-dessus, sur la rentabilité, qu'il faut prendre en compte quand on s'installe en ville. C'est des problématiques qui sont fortes, l'esthétisme, qui vont jouer sur le coût d'investissement au départ. La sécurité, je peux vous mettre là avant, mais je ne sais pas si vous avez vu sur la photo, mais nous, en 6 mois, on s'est fait cambrioler 3 fois. On a dû installer une caméra, des capteurs de mouvement là, sur la droite. C'est quand même 2000 € d'investissement, histoire que demain, quand on aura vraiment des plantes qui ne sont pas cramées, elles ne soient pas piquées, quoi. Et ça, c'est des choses qu'il faut quand même prendre en compte quand on est en ville. Moi, j'ai aussi discuté avec des éleveurs, notamment de moutons, qui retrouvent leurs moutons dépecés directement sur leur parcelle. Il y a toujours eu du vol dans l'agriculture, ça, il n'y a pas de problème, mais parfois, ça peut être des risques importants, surtout quand on engage des fonds importants au départ. Le climat, bien sûr, quand on est en ville, qui est différent de celui à la campagne. Nous, on est enchâssés entre deux rails de chemin de fer, et il y fait chaud. Et enfin, peut-être le foncier. Voilà, le foncier qui peut être aussi problématique. Clairement, quand on travaille, nous, pour niveler, on a déplacé plus de béton que de sable ou de terre, concrètement. Voilà, bonne journée. Merci Thomas. On a eu un regard animation et conseil de réseau, un regard producteur. On passe aux fournisseurs peut-être, avec Michael. Alors oui, on reste dans le monde de la start-up. Donc pour vous parler de ce qu'on fait donc à MyFood, donc on est positionné d'une manière assez particulière puisqu'on n'est pas producteur, mais fournisseur de solutions. Donc je vais vous expliquer, c'est un peu plus on va dire vaste que ça, mais c'est une première manière de comprendre un peu ce qu'on fait. Donc on se reste principalement à la problématique de l'autoproduction, donc à savoir les personnes qui souhaitent produire leur propre alimentation. Donc ça change un peu la donne en termes de modèle économique. Et je vais vous parler tout d'abord de la genèse de ce projet. Donc tout d'abord, ce projet est une recherche d'émancipation personnelle. Alors il faut revenir en 2010, à l'époque des tout premiers projets de financement participatif, les fameux projets de crowdfunding, qui est extrêmement inspirant parce qu'ils annonçaient déjà la couleur de ce qu'allait être le futur, c'est-à-dire une appropriation citoyenne de problématiques qui concernent tout le monde. Donc voilà, des problématiques qui concernent tout le monde forcément peuvent trouver leur source de financement directement via des personnes privées. Donc on partage un certain nombre de valeurs et ça permet de générer des fonds et de réaliser des projets. Donc moi, ça m'a inspiré beaucoup en 2010, au même titre que des approches assez, liées du monde auquel je viens, c'est-à-dire le monde de l'informatique, à savoir les approches qui vont privilégier le partage et l'échange. Donc je sais pas si ça vous parle, le libre ou l'open source. Et donc c'est une philosophie qui cherche à nourrir le bien commun. Et justement, quand on parle de l'alimentation, très facilement, on va trouver pas mal de points d'achoppement entre le besoin de transparence, le partage et l'alimentation. Donc c'est à ce niveau-là que, dans mon esprit, dans celui de certains collègues déjà de l'époque, on a cherché à monter ce projet-là d'après 18 heures. Donc on a été tenté assez péniblement de le lancer dans nos boîtes respectives. C'était un peu délicat. Il y a eu plusieurs phases d'accélération, dont un Startup Weekend en 2014, qui était pour nous une vraie découverte de ce qu'était l'entrepreneuriat et la manière de se financer. Donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et on a participé en 2015 à la POC 21. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était en écho à la COP 21 quelques mois plus tard, où justement 12 projets à l'international avaient été sélectionnés pour justement collaborer autour des makers, de différents entrepreneurs, autour des problématiques de l'open source et principalement pour nous de l'alimentation. On a cherché à faire émerger des solutions et c'est suite à ça qu'on a lancé notre entreprise quelques mois plus tard avec une approche assez communautaire. Donc finalement, notre entreprise, je vais expliquer ses sources de financement. Déjà, c'est pour commencer nos capitaux propres, mais c'est un esprit de partage, d'échange et des produits qui se sont construits, qui ont émergé de manière collaborative. Alors, donc voici l'équipe initiale. Donc je suis cofondateur, on est 3, donc il y a Joanne et Mathieu. Et assez rapidement, on a été rejoint par Kevin sur la partie logistique et une business angel, Margot.
Donc c'est vrai que les premiers investissements qui paraissent aujourd'hui assez dérisoires, à peine 15 000 euros, au début sont vraiment centraux parce que c'est vraiment la confiance que vous mettez au cœur de votre initiative qui va porter vos premiers investissements. Donc voilà, il y a tout un travail quand même de mise en œuvre qui est important dès le premier jour. Donc nous, le jour où on a rencontré notre première investisseuse, finalement Margot, on avait déjà un petit aperçu de ce que allait être la communauté des pionniers, donc la communauté des utilisateurs qui allaient utiliser nos serres et les co-développer avec nous. Alors tout d'abord, pour revenir sur les valeurs qui nous ont permis d'avancer jusqu'alors, on cherche très simplement à nourrir l'humanité avec des outils qu'on leur fournit clés en main, donc avoir une approche qui est chercher à, non pas à standardiser, mais à apporter, on va dire, une certaine couche de normalisation à toutes les initiatives possibles et imaginables pour produire sa propre alimentation. Donc il y en a beaucoup qui existent sur Internet. Certaines fonctionnent mieux que d'autres. On a parlé tout à l'heure d'aquaponie et de permaculture, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Donc dans le cahier des charges, c'est de pouvoir offrir une nourriture saine, riche, durable et ultra fraîche. Donc forcément sans pesticides et autres qu'on peut s'imaginer, surtout privilégier l'aspect gustatif à l'aspect uniquement logistique et financier. Unifier les acteurs du changement. Donc c'est vrai que c'est le but des initiatives open source, c'est quand même de chercher à agréger un maximum d'énergie autour de soi. C'est-à-dire que voilà, la force de l'approche communautaire, c'est de réussir à engager des personnes qui vont apporter leur pierre à l'édifice, et nous aussi réussir à distribuer ça à travers notre réseau. Donc limiter les émissions de CO2 naturellement, donc via l'autoproduction, on limite tout ce qui est déplacement, logistique, déchets et autres, plastique à usage unique naturellement, pesticides et OGM. Et l'esprit naturellement qui reste, on va dire, la colonne vertébrale de notre approche MyFood, c'est l'esprit de partage de la connaissance pour accomplir une réelle transition. Donc il y a plusieurs leviers possibles pour permettre de créer une initiative comme la nôtre, le partage, l'échange et surtout réussir avec une vision d'agréger un maximum de personnes autour de cette initiative. Alors nos objectifs, on a fait un bilan un bilan assez honnête sur ce que pouvaient être les attentes aujourd'hui de personnes qui veulent produire leur propre alimentation. C'est déjà des personnes sans expérience. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, on veut contribuer activement à la transition écologique, on veut participer clairement et activement à ce mouvement. On va chercher à rentrer dans cette démarche, mais sans aucune expérience. Donc nous, on va devoir accompagner. On n'est pas forcément uniquement que fournisseur de solutions. Voilà, on vous livre un produit et puis vous débrouillez avec. On va accompagner les projets. Donc accompagner les projets dans leur complexité. Vous allez voir, ce sont des serres de plusieurs dizaines de mètres carrés qu'on a besoin de faire venir dans la vie des personnes. Donc on les accompagne. On limite le temps de maintenance. Alors c'est vrai que très concrètement, on a quand même besoin d'assurer une certaine source de revenus dans son foyer. Donc les gens vont devoir continuer à travailler en tant que salariés pour financer leur serre déjà et puis payer leurs factures. Donc on va limiter le temps de maintenance à travers justement les opportunités qu'on a d'utiliser des technologies libres, parce qu'elles sont de facto devenues accessibles. Et aussi permettre des personnes de travailler à distance, c'est-à-dire de pouvoir nous monitorer ce qui se passe dans les serres pour pouvoir les gérer au mieux, et aussi de laisser les personnes partir en vacances, parce que c'est bien normal de laisser son petite production tourner pendant qu'on est à distance. L'expérience plaisante, on en parlait aussi tout à l'heure en urbain, bon, ça ne doit pas ressembler forcément à une usine à salade, mais à quelque chose, un endroit où on aime passer du temps en famille, partager aussi des moments agréables. Alors, par rapport aux technologies, je vais passer rapidement. Donc, on a déjà parlé d'aquaponie, de bioponie, c'est-à-dire les engrais organiques, des buts de permaculture, de la lutte biologique intégrée. Donc, on parlait de l'absence de pesticides. Justement, on va créer des environnements résilients qui proposent aux nuisibles directement leurs antagonistes pour réguler les populations. On dispose aussi d'un calendrier annuel de culture intégrée pour optimiser les performances de la serre. On va chercher à vraiment mettre ce qu'il faut là où il faut en fonction des configurations. Donc les personnes, les pionniers sont directement guidés à travers un calendrier intégré qui leur offre la plus grosse panel, enfin le panel le plus large de production en fonction de la saison. Et aussi l'aspect connectivité et intelligence artificielle qui permet aussi, via la collecte de données, de pousser des notifications intelligentes et de guider les pionniers vers une expérience optimale. Alors voilà à quoi ça ressemble, 22 mètres carrés,
Donc cet outil ne ressemblait pas à ça. Au début, voilà, il a évolué de manière itérative. C'est là que ça devient intéressant. Donc on n'est pas passé par le stade où on a dû dépenser beaucoup d'argent en R&D. On a vraiment co-développé nos serres, et ça continue encore aujourd'hui, avec l'expérience de nos utilisateurs. Donc ils nous ont fait des retours, des feedbacks, on a fait des itérations très courtes, ce qui nous a permis vraiment de se mettre à l'écoute de la communauté et d'amener de l'innovation pour pas grand-chose finalement. Donc une manière de financer aussi des proof of concept, c'est tout simplement de les vendre, c'est ce qu'on a fait. Donc ça fait partie de notre source de revenus principale, à savoir que les personnes ont accepté le risque d'avoir les premières versions de la serre. Et nous, derrière, on s'est engagé avec une bonne relation de confiance à continuer à mettre à jour, à supporter finalement cette initiative jusqu'au bout, c'est-à-dire d'amener le produit jusqu'à un produit fini et abouti. Donc là, vous avez quasiment la dernière version, avec un pôle à granules pour l'hiver, des panneaux solaires pour rendre la serre autonome, et des espaces de culture verticaux avec aquaponie et buttes de culture sur les côtés. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect plus périurbain. Bon, ça tient aussi sur les toits et les terrasses. On est présent du côté de Marseille, sur certains toits. Et aussi en périurbain, comme là du côté de Lyon, où sur des propositions un peu plus petites de 3,5 m², on arrive à orchestrer le même type de production. Et là, on est aussi sur une tour bioponique plus petite, ce qui permet aussi sur 1 m² d'avoir 36 pots de culture simultanés, sur lesquels on a des résultats en intérieur et en extérieur. Donc là, on est vraiment dans la démarche de l'autoproduction adressée aux particuliers, qui va trouver aussi des intérêts dans les velléités entrepreneuriales de certains maraîchers ou restaurateurs, chambres d'hôtes, qui cherchent aussi à se différencier à travers justement une expérience aussi plaisante. Alors très rapidement aussi sur la partie connectée, alors on connecte pas forcément uniquement des données avec des algorithmes, bon, c'est certes assez intéressant, mais on connecte aussi les pionniers entre eux, c'est-à-dire qu'en gros on a un réseau social dédié où les pionniers vont poser des questions, auront directement accès à une base de données libre et publique, avec toutes nos recommandations à jour, mais pourront aussi avoir des agronomes dédiés qui vont répondre à leurs questions plus spécifiques en analysant leurs photos, leurs relevés, etc. Donc c'est de la connexion technique, mais aussi c'est de la connexion humaine, où justement l'aventure humaine va permettre à des pionniers expérimentés de rendre visite à des pionniers qui le sont peut-être un peu moins, et de réussir à mener une expérience, on va dire, d'intelligence collective à travers tout ça. Il me reste plus que 5 minutes. Alors, en termes de leviers qui nous ont permis vraiment d'accélérer et de nous financer, donc j'en ai parlé, donc le fait d'avoir des technologies libres open source, ça a fait que les technologies mises en œuvre ont été quasiment divisées leur coût par 10 ces dernières années. Donc si je vous parle de Raspberry Pi, etc., peut-être ça ne vous parle pas, mais c'est des petites cartes électroniques qui ne coûtent plus grand-chose aujourd'hui. Donc ça a permis d'instrumentaliser les serres pour pas grand-chose. L'aspect collaboratif et digital, donc là je vais en parler un peu, le fait de pouvoir faire appel à l'intelligence de toute une communauté. Donc chaque personne qui porte le projet avec nous amène une pierre à l'édifice. Et mine de rien, en termes d'acquisition, le digital a aussi de belles cartes à jouer, à savoir que nous, chaque résultat publié d'un pionnier qui fait, je ne sais pas, ses plats, qui partage son expérience, alimentera les réseaux sociaux qui, de manière organique, vont continuer à nous permettre de faire l'acquisition de nouveaux pionniers. Donc voilà, c'est un peu pas le chat qui se mord la queue, mais on va dire un cercle vertueux où les résultats et les réussites de nos pionniers sont utilisés, sont mis en œuvre, sont mis en lumière pour faire l'acquisition de nouveaux. Donc forcément, il y a des canaux digitaux qui sont mis en œuvre à travers les réseaux sociaux, à travers notre site internet qui va capter les personnes et nous permettre, nous, derrière, de faire un suivi sur les potentiels nouveaux pionniers. Et naturellement aussi cette expérience digitale qui se poursuit, y compris quand les personnes font partie de la communauté, on les accompagne, on fait des webinaires en ligne, on continue à être à leur écoute parce que leur feedback est précieux et c'est ça qui porte encore aujourd'hui notre R&D. Alors là, malheureusement, on ne voit pas grand-chose. Alors on a parlé du modèle économique de MyFood. Alors comment se financer? Donc on a tout d'abord les ventes, l'aspect récurrent sur le consommable, ce qui est clairement assumé dans le modèle économique de la serre en tant que telle. Donc nous, quand on annonce des performances sur une serre, on prend en compte les revenus mais aussi les charges. Donc les personnes rentabilisent leur achat au bout de 6 à 8 ans en fonction des configurations. Ça prend en compte nos recommandations, toutes les charges et tous les revenus générés par rapport à aussi notre offre de valeur qui consiste à leur amener une expérience digitale complète, donc un réseau social dédié, des plateformes qui continuent à évoluer et des mises à jour qui permettent aussi d'aller toujours plus loin dans leur expérience. Alors, on a parlé tout à l'heure de levée de fonds. C'est vrai que les levées de fonds, elles viennent accompagner la croissance. Elles ne se décrètent pas forcément. Alors, bon, peu importe, des fois, il y a des exceptions, mais bon, la plupart du temps, on a besoin de s'appuyer sur un chiffre d'affaires qui nous a tangenté avec le 1 million d'euros l'année passée. Donc, forcément, à ce niveau-là, c'est plus simple d'aller solliciter des acteurs du type impact, puisqu'il y a des fonds impact,
qui ne sont pas forcément les plus simples à obtenir. Mais vu qu'on a parlé de crowdfunding tout à l'heure, je peux vous parler de crowd equity, c'est-à-dire de financement participatif basé sur les actions. Donc je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Lita, mais nous justement on a lancé une plateforme, on a lancé une campagne de financement participatif sur Lita il y a quelques mois, qui a déjà précollecté plus d'1,5 million d'euros. Donc ça nous a permis aussi, de manière extrêmement transparente, d'ouvrir le capital et la gouvernance de MyFood à travers une plateforme digitale. Donc les gens investissent sans même nous avoir jamais rencontrés à partir d'un billet qui est de 200 euros. Voilà, ça permet encore de continuer à accroître, on va dire, la vélocité et le momentum de notre communauté à travers une campagne de financement où les gens deviennent acteurs directement à travers du financement. Donc on a un comité des pionniers qui a déjà investi, parfois même en direct, pour l'acquisition d'une serre et pour vraiment porter notre R&D, mais même des personnes peuvent investir maintenant sur les plateformes digitales pour aussi financer la croissance de notre entreprise. Alors l'esprit de communauté, j'en ai beaucoup parlé déjà. Donc ce sont des échanges, la transparence du partage, des témoignages aussi. Donc les personnes viennent témoigner sur les salons pour ceux qui nous ont déjà rendu visite. Et forcément, ils viennent contribuer en nous amenant des bonnes idées ou des modules supplémentaires. La publication de leurs résultats, forcément, ça nous aide. Et nous aussi, on contribue à nourrir le bien commun puisqu'on publie tout ce qu'on produit, à savoir les plans, les sources codes techniques de nos serres et des données anonymisées si des écoles ou autres veulent faire de l'intelligence sur des données qu'on publie. Parfois, les visites sont rétribuées quand elles amènent des transformations en termes de vente. Et bien souvent, les pionniers préfèrent rétribuer des associations ou faire des dons plutôt que de récupérer des bons sur notre site internet ou quoi que ce soit. Alors, notre évolution depuis 3 ans, on a déployé plus de 180 serres sur 14 pays. Des entreprises pionnières de plus en plus, je n'ai pas parlé des EHPAD tout à l'heure, où les serres ne sont pas seulement productives, mais sont aussi des espaces de médiation où les personnes aiment passer du temps, où ils créent aussi des ateliers pédagogiques à l'intérieur. Il y a pas mal d'écoles, d'écoles primaires jusqu'à des écoles d'ingénieurs ou d'agronomie, et des partenaires institutionnels qui viennent aussi s'intéresser à ce qu'on fait, puisqu'on a la capacité de pouvoir tester à une échelle quasiment européenne des technologies, on va dire, durables, et permettre déjà d'avoir des validations de fonctionnement sur un parc, sur un laboratoire de ces 180 serres. Donc on a parlé du Canada tout à l'heure, donc on a le premier serre qui sont arrivés au Canada il y a quelques semaines, et on est présent jusqu'au Panama, au Qatar, en Corée, aux États-Unis. Enfin voilà, on a un développement organique qui dépasse largement aussi nos frontières. Voilà. Merci. On va changer de focale et voir ce que Sophie Chevillard du groupe Carrefour a à nous dire sur justement les projets d'agriculture urbaine et en quoi ils dynamisent la proximité des hypermarchés, si j'ai bien compris. Tout à fait, merci. Effectivement, changement de monde, puisque je ne vais pas vous présenter le groupe Carrefour. En France, c'est plus de 200 hypermarchés, 1000 supermarchés, donc on est vraiment dans un autre monde. Véronique nous avait sollicité pour vous présenter en fait des retours d'expérience. J'ai peut-être ma présentation juste après, c'est ça ? Pour vous présenter, pour faire un peu un retour d'expérience sur différents projets d'agriculture urbaine que nous avons menés ces dernières années. Alors, on a des magasins qui sont situés en zone urbaine ou périurbaine, avec des attentes de consommateurs qui ont très fortement évolué ces dernières années, puisque ceci nous demande beaucoup plus de local, beaucoup plus de bio, etc. Donc, on est là aussi pour répondre à leurs demandes. Alors, on a commencé à réfléchir à ces projets en 2016 de mémoire. Nous, on n'est pas des agriculteurs, on est un groupe de distribution. Du coup, dans notre méthodologie, on s'est entouré d'un panel d'experts. On a fait plusieurs réunions parties prenantes de façon à comprendre ce que c'était l'agriculture urbaine, comment ça fonctionnait, quels étaient les différents acteurs, etc. Et à la suite de ça, on en a sorti quelques principes pour la réalisation de nos projets. Ces principes, en fait, tournent autour de quelques éléments. Nos projets d'agriculture urbaine s'inscrivent comme une offre complémentaire à la distribution traditionnelle. Ça ne remplacera jamais nos circuits d'approvisionnement classiques, étant donné les volumes. Ça sera toujours une offre complémentaire, mais qui sera donc du coup ultra locale,
qui permettront de créer des relations commerciales plus directes avec nos partenaires, qui ont pour objectif de créer du lien sur les territoires où nous sommes implantés. Et puis contribuer également à la végétalisation des villes. Voilà, c'est quelques principes qu'on avait dictés. Alors j'ai sélectionné 3 projets que nous avons menés. Le premier projet que je voulais vous présenter, c'est celui de Villiers-en-Bière. C'est en région parisienne.